Vous regardez les yeux dans les jeux avec la Caisse d'épargne Côte d'Azur, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Salut à tous, bienvenue dans Les Yeux dans les Jeux, l'émission de Nice Matin consacrée aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Vous le savez, on s'intéresse dans cette émission à nos athlètes qui préparent ce grand événement planétaire. Avec moi, comme d'habitude en plateau, Romain Laronche, journaliste au service des sports de Nice Matin. Salut Romain. Salut Christopher. Aujourd'hui, on va parler tennis avec notre invité qui sort d'un superbe Roland-Garros, c'est Varvara Gracheva. Bonjour. Bonjour Varvara, merci de venir nous rendre une petite visite. Bon, merci pour votre invitation d'abord. Avec plaisir. Pour commencer, là aussi, c'est une coutume, c'est Romain qui va faire une courte présentation de vous. Donc Varvara, merci d'être venu sur le plateau. Vous êtes né le 2 août 2000 à Joukovski, à 35 km au sud-est de Moscou. Oui. Vous avez 23 ans, vous êtes joueuse professionnelle de tennis depuis 2017. Le tennis, on peut dire que ça fait partie de votre vie depuis toujours, ou presque. C'est votre mère Natalia qui vous a initié alors que vous étiez très jeune. À 13 ans, vous décidez de quitter la Russie d'abord pour le Portugal et l'Allemagne, avant d'arriver en France, du côté de Cannes, c'est en 2016, à l'Elite Tennis Center, le club créé par Jean-René Lisnard. Là-bas, votre progression sera régulière. En 2020, vous allez vous révéler aux yeux du grand public, ça c'est à l'US Open. Vous avez franchissé le troisième tour avec des victoires probantes face à Badoza et Kristina Mladenovic. Quel match, ouais. Et la progression continuera. En 2023, il y a une première finale sur le circuit. Ça, c'était du côté d'Austin aux États-Unis. Cette même année, vous êtes naturalisée française et vous obtenez votre première sélection en équipe de France. Et là, 2024, c'est le grand saut avec Roland Garros, ce huitième de finale, dernière française engagée. Ce superbe parcours vous permet d'obtenir une qualification pour les Jeux de Paris. Ça, c'est, j'imagine, le prochain grand objectif de la saison 2024. Bon, le prochain grand objectif, c'est faire le meilleur possible, comme d'habitude. Si je peux toucher un autre résultat comme ça dans quelques chelems, soit peut-être gagner un petit WTA, pourquoi pas, bien sûr, mais pour ça, je dois vraiment bien travailler, parce que c'est pas donné. Et oui, le prochain objectif, c'est évidemment les Jeux Olympiques. Bon, j'aimerais bien de faire bien, c'est un petit peu stressant, j'attends ce moment. Ok. Justement, on le dit, voilà, vous êtes qualifié pour les Jeux. Est-ce que même à l'époque, vous étiez encore en Russie, ou ensuite, comme l'a dit Romain, au Portugal ou en Allemagne, les Jeux étaient déjà un objectif ou pas encore ? Oh, les Jeux étaient presque jamais l'objectif. Bon, je sais que c'est évidemment existé, c'est tellement d'honneur d'avoir une participation, mais pour moi, c'était... Je n'ai même pas pu rêver de participer. C'était trop lointain, c'était pas concret Bon, exactement, parce que pour moi, les objectifs principaux, c'était juste bien jouer au tennis, d'améliorer ma vie, de gagner un petit peu d'argent, donc les choses tellement simples. Bon, et j'étais russe d'abord, donc vraiment les présenter le pays, bon, je ne pouvais pas penser. Ok. Maintenant que vous avez votre ticket pour Paris, quelle sera l'ambition là-bas ? Est-ce qu'une médaille, c'est envisageable ? C'est une bonne question parce que oui, j'aimerais bien d'importer une médaille pour la France, bien sûr. Je pense comme tous les joueuses. Après, pratiquement, d'abord de gagner quelques matchs et enrôler bien dans cette atmosphère. Et gérer avec le stress, ça va être peut-être l'objectif plus visible que le médaille. Donc là, vous êtes qualifié en simple. Est-ce que c'est possible aussi qu'il y ait une participation au double ou pas ? Pour moi, peut-être pas. Non. Non, je ne suis pas joueuse de double, malheureusement. Ouais, il faut mieux se concentrer sur le simple. Oui. On revient sur Roland Garros et justement sur le huitième de finale, sur toute cette épopée. Comment ça a été vécu personnellement ? C'était, j'imagine, un super moment à vivre. Oui, mais c'était un moment incroyable. Donc,
D'abord, je fais ces coups gagnants à coup droit lifté et j'ai même pas. J'ai réalisé que j'ai gagné, que c'est fini. Je dis, oh, mais. Et après, comme je suis venue de chercher mon sac, de préparer les raquettes, j'ai entendu que tout le monde commençait à chanter les Marseillaises. Donc, ça, c'était au 3e tour contre, oui. Contre Begu, Irina Camelia Begu. Donc, d'abord, j'étais surprise. J'ai dit, OK, bon, qu'est-ce qui se passe? Et comme j'ai compris la situation, j'ai dit, bon, je dois chanter avec tout le monde. C'était tellement honneur, j'étais tellement heureuse. Enfin, à ce moment, j'ai compris que tout le monde était avec moi et pour moi. Il y a le résultat sportif, mais ce moment-là, au niveau émotionnel, il est peut-être encore plus fort. Oui, exactement. Parce que j'ai juste me prouvé que j'ai pensé un cap, que je peux aller plus loin parce que c'était ma 6e fois que j'ai essayé de faire de faire mieux que 3e tour. 3e tour. Oui, et j'ai passé ça et avec tout le public et ambiance, c'était immense. Il y a eu ce premier 8e du coup en Grand Chelem, mais il y a aussi le statut de dernière Française engagée à Roland-Garros avec tout ce que ça représente. Est-ce que ça a été juste du plaisir ou est-ce qu'il y avait un petit peu de pression aussi ? Honnêtement, j'ai pris que de plaisir parce que à ce moment, je peux dire qu'aujourd'hui c'est moi, demain c'est quelqu'un d'autre. On a beaucoup de bonnes joueuses qui, d'un prochain Roland-Garros, prochaine Chelem, peut juste être une dernière Française et si c'est pas moi, c'est aussi normal. Alors, le premier tour, vous avez réservé un sacré cadeau avec Maria Sakkari, qui est 7e joueuse mondiale. Vous l'avez battue et c'est la 4e fois que vous sortez un top 10 sur le circuit. Et c'est l'étape suivante, c'est intégrer ce top 10 mondial. Bon, si je vais travailler comme je travaille maintenant, oui, peut-être top 10, ça va être pas loin, mais quand même, pour le moment, c'est distante. D'abord, je dois passer les caps de top 30, top 20 et pour ça... Aujourd'hui, vous êtes 71e mondial. Oui. On le dit justement pour bien situer, permettre aux gens de se situer, savoir quelle est encore la marge pour atteindre ce top 10. Exactement. Parce que maintenant, dans mon ranking, je peux voir cette grande marge et je dois passer quelques caps. D'abord, je rentre top 10, évidemment. Et pour ça, tu dois battre ton test, gagner les matchs et bien sûr battre le jeu de haut niveau comme Sakkari. En tout cas, c'est bon pour la confiance de battre des joueuses de ce niveau-là. Oui, exactement. Bien sûr, cette victoire contre Sakkari, ça me portait beaucoup de choses, mais après, pour moi, le plus confiance, c'était match contre Beranda Pera et après contre Begu. Parce que Beranda Pera, c'était un match comme j'étais tellement stressée, je me dis, OK, bon, c'est mon chance de encore être dans ce 3e tour et de peut-être faire mieux. Et comme je gagnais, pendant le deuxième tour, j'ai fait un match super, je n'ai même pas vraiment compris ce qui se passe. Et 3e tour, c'était vraiment un match tellement stressant, mais c'était un but de passer cette cape. En fait, le premier tour, vous êtes favorite un peu. 3e tour, c'est la même chose. Le 2e tour, il n'y avait rien à perdre. C'est ça un peu que vous êtes en train de nous expliquer, c'est-à-dire qu'il y avait plus de stress peut-être sur le premier match, où vous étiez un peu plus attendu. Le 3e, où il fallait passer le cap pour aller en 8e. C'est plutôt, à premier match, j'ai pensé que, bon, j'ai rien à perdre, parce que vraiment, elle est top 10, elle est stable, elle est déjà me battue pas longtemps avant à Rome. Donc, oui, j'étais un petit peu plus, déçue et... dans le même temps relâché parce que bon je sais que je peux faire que de mieux que ça. Okay. Que de max. Oui, pardon, c'était le premier tour, Maria Sakkari. On s'y perd un peu aussi, le parcours est tellement fou. Mais voilà, donc ce premier tour, c'était vraiment compliqué, rien à perdre. Et puis après, il fallait au contraire confirmer. Oui, un petit peu, pour la confirmation. Vous avez été naturalisée donc française, on l'a dit, en mai 2023. Un an plus tard, voilà. Qu'est-ce qui fait que ce pays, cette France, vous l'aimez? Vous dites souvent, je l'aime, mais qu'est-ce que vous aimez plus particulièrement de notre pays? Bon, si je parle quelque chose de particulier, c'est mes sensations dans le pays. Et c'est confort que ce pays m'a apporté depuis le début. Parce que je vis ici depuis 2017 et je trouve toutes les conditions pour le travail, pour le voyage, pour les gens autour de moi, mon équipe évidemment. Bon,
ça a juste créé l'atmosphère tellement confortable et agréable pour vivre. Et donc, le choix s'est porté sur Cannes et l'Elite Tennis Center de Jean-René Lisnard. Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien de s'entraîner là-bas? Bon, j'ai juste... comment je peux dire? Je suis fière d'être là-bas, de faire tous les voyages avec Elite Tennis Center, et je suis aussi heureuse que je n'ai pas changé beaucoup les endroits, parce que aussi je pense c'est important de rester stable. D'avoir cette oui, stabilité à la d'avoir cette fois stabilité. au niveau de l'équipe qui suit, à Oui, la fois exactement. du lieu d'entraînement, de prendre des habitudes, c'est ça? Oui, même ce que j'ai changé, beaucoup de coachs à ITC, quand même, j'en ai. Lisnard, il est resté mon coach principal depuis le début, et c'est aussi, ça nous permet de garder un petit peu de stabilité. Et puis, il y a des très bons joueurs qui sortent de Cannes là-bas. On pense évidemment à Daniil Medvedev. Oui. C'est un endroit où on forme des bons champions de tennis. Oui, parce que vraiment, le centre fait un travail avec beaucoup de qualité. Ok. Alors, on revient sur une expérience qui a été un peu marrante. Je ne sais pas si vous l'avez vécu de cette façon-là. C'est votre première sélection en équipe de France. Le match n'a duré que 10 minutes. Oui, contre Tatiana Maria, voilà, exactement. C'est ça. C'était en novembre 2023. Comment vous avez vécu ça? D'abord, j'étais tellement contente de rentrer sur court, parce que je dis oui, c'est mon chance de jouer, de mettre, de juste montrer mon niveau de jeu et tout. Après l'échauffement et cette première 3 jeux que j'ai perdu, c'est vraiment drôle. Le niveau de jeu, c'était tellement proche, très serré, et j'étais vraiment motivée. J'ai eu envie de gagner. Ok, bon, mauvais début, et à un moment, elle juste, elle se retire, et je dis bon, mais qu'est-ce qui se passe alors? Oui, un petit peu surprise. Bon, pas le meilleur début, mais quand même, j'ai gagné le match sur les papiers, donc voilà, c'est ça. Victoire, c'est victoire. Les stats sont bonnes, 100% de victoire. Oh oui, après, avec Julien Benetton, on a bien rigolé pour ça, mais ça va. En fait, elle avait une douleur aux abdos, il faut l'expliquer, c'était un France-Allemagne. La France menait 1-0, une première victoire avait été obtenue. Il fallait aller mettre le deuxième point, ça démarre mal, et puis elle est obligée d'abandonner à cause des abdominaux. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout une petite frustration? Vous le dites, il y avait cette envie de jouer, on se dit mais c'est pas possible. Oui, j'ai eu tellement envie de jouer, mais bon, gagne ou perdre, mais vraiment, c'était un match, je me préparais pour vraiment gagner. Mauvais début, elle se retire, et j'ai dit oh bon. Oui, un petit peu de frustration bien sûr, mais bon, à la fin c'est drôle. Voilà, c'est ça, on s'en souvient en tout cas. C'est ce qu'il faut retenir, bien sûr. On a une petite surprise dans cette émission. Pour chaque invité, un proche accepte de se filmer et de poser une petite question. Il va falloir regarder dans l'écran juste en face de vous pour voir qui a souhaité s'adresser à vous. Coucou Mavaria, j'espère que tu vas bien. Alors on m'a demandé de te poser une question, mais j'en ai 2 pour toi. La première, est-ce qu'il y a un athlète en particulier que tu aimerais rencontrer pendant ces Jeux Olympiques? Et la deuxième, petit clin d'œil à nos matchs par équipe, est-ce que tu vas te préparer en mangeant des sushis? Voilà Mavaria, je te fais plein de bisous, bonne chance pour les JO, on va être à fond derrière toi, comme on va être à fond derrière toutes les équipes de France. Gros bisous. Oh, joli. Alors, Barbara, avant que vous répondiez, on va quand même expliquer que c'est Julie Pécastin, c'est votre capitaine au sein du tennis club Nice-Jourdan. Vous faites ensemble partie de l'équipe du club en championnat de France par équipe Pro A. Voilà pour un petit peu les présentations. Et maintenant, on veut savoir si, quand vous serez au jeu, c'est sa première question, est-ce qu'il y a des idoles, des athlètes que vous souhaitez croiser au village ou à Roland-Garros où se feront les épreuves de tennis? Honnêtement, je voulais rentrer dans cette ambiance. Il y a pas vraiment un athlète particulier que je voulais rencontrer, mais je sais que il y a 151 athlètes français qui va participer. C'est quand même énorme. Si je peux raconter l'équipe d'athlétisme, le basket, le canoë, il y a beaucoup de sports.
je voudrais découvrir pour moi. Donc oui, j'espère que je peux utiliser cette opportunité. Plus que des stars peut-être, c'est alors essayer de rencontrer des membres de l'équipe de France, tisser des liens dans ce groupe France. C'est plus ça l'idée? Pas forcément des stars. Pour moi, c'est... Bon, pour moi, le sport de l'équipe, ça m'intéresse parce que j'ai jamais joué dans l'équipe. Donc, tennis, tu peux participer à Fed Cup, tu peux même jouer le double, ouais. Mais quand même, ça reste le sport individuel. Donc ouais, c'est bien de s'ouvrir justement et découvrir d'autres choses. Ouais, ok. Exactement. Deuxième question, on bascule. Est-ce que, pour préparer ces jeux, la recette, c'est de manger des sushis? On sait que vous aimez bien ça, Julie le sait aussi, c'est pour ça qu'on rigole avec un peu d'humour. Oui, c'est une bonne question. Bien sûr, je suis prête. Bon, j'aimerais bien. Alors, on rebondit sur le local. Justement, ça fait 2 ans que vous faites partie de cette équipe. Vous jouez au Combe, vos matchs par équipe, ça c'est en fin de saison. Qu'est-ce que ça vous apporte? Comment vous avez fait ce choix de rejoindre cette équipe du TC Jordan? Bon, l'atmosphère entre l'équipe et Julie, elle est vraiment, c'est une vraiment bonne capitaine. Elle apporte vraiment bonne énergie, elle est supportive. C'est vraiment que pour ça, je peux rester dans cette équipe pendant années parce que c'est à la fin d'année quand tout le monde est fatigué d'avoir cette énergie entre tout le monde et être supporté pour le double qu'elle essaie. Je n'aime pas tellement jouer, mais bon, on vit ce moment avec du sourire et c'est vraiment drôle. C'est un moment où, après le stress de la saison, là, c'est un peu plus tranquille aussi. Oui, on peut avoir juste à l'atmosphère entre les amis, d'avoir plaisir de jouer et c'est vraiment cool. Okay. Il y a le côté professionnel, les tournois, les grands chelems, mais c'est important de rester connecté aussi au club, à l'endroit où on vit. Il y a un peu de ça aussi derrière, le fait de participer au championnat de France par équipe. Vous pourriez dire très bien, je reste uniquement concentré sur ma carrière. Certes, je suis licencié au club, mais je ne fais pas les championnats de France par équipe. Ce n'est pas votre cas et c'est une démarche qu'il faut souligner. Et j'imagine que c'est parce que c'est important d'avoir à la fois le côté professionnel et aussi de rester connecté au groupe de filles que vous connaissez et au club. C'est ça l'idée? Oui, je suis absolument d'accord avec vous parce que oui, ça a été un moment tellement long et que depuis l'année dernière, j'ai essayé de découvrir un petit peu plus le travail dans le groupe parce qu'avant ça, j'ai été absolument individuelle et c'était pour moi un petit peu difficile d'être intégrée dans le groupe, mais maintenant, ça marche mieux, ça marche mieux et mieux. Pour terminer l'émission, une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Bon, juste travaille bien. Être concentré sur ton boulot. Et je pense que c'est assez bien. Il y aura des belles choses qui viendront avec ça. Oui, exactement. On a l'impression qu'il y a peut-être un déclic qui s'est produit à Roland-Garros. Ce premier 8e en Grand Chelem, c'est pas anodin. On a l'impression peut-être qu'aujourd'hui, Varvara Gracheva se dit « Oui, c'est possible, je peux aller en 8e, en quart. Il faut passer les caps dans une carrière. À 23 ans, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et j'ai l'impression que ça peut agir comme un déclic. Est-ce que vous le voyez un petit peu comme ça aussi, ce Roland-Garros? Oui, je sens exactement comme ça. Parce que oui, quand j'ai passé cette cape, je me dis oui, je peux toucher demi-finale, peut-être une finale ou être vainqueur de Chelem. Ok, vainqueur, c'est encore un petit peu loin. Mais objectif plus proche de toucher demi-finale à un moment donné. Oui, je pense plus en plus c'est possible parce que j'ai déjà prouvé ça. Est-ce qu'il y a une joueuse dans le plateau actuel qui est une source d'inspiration? Une fille qu'on regarde avec plus attention? Il ne faut pas trop respecter les adversaires non plus, parce que sinon, à un moment, on est spectateur. Il faut aussi être en capacité d'aller les battre, hein, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a toujours des adversaires qu'on regarde, qu'on scrute, qui impressionnent, qu'on admire un peu? Il y a beaucoup de filles dans les écuries pour qui j'ai vraiment beaucoup d'admiration. Bon, à part des stars, parce que de parler des stars, des grandes joueuses de tennis, comme par exemple Alcaraz, Sabalenka, Rybakina, Iga Swiatek, c'est facile parce qu'elle est déjà là, elle a déjà prouvé tout possible. Gagner des chelems, gagner tout. Aujourd'hui, Iga Swiatek, par exemple, est la référence. Elle a gagné Roland-Garros oui, cette année. Est-ce que c'est la numéro 1 mondiale? Est-ce qu'il y a des choses qu'on regarde chez elle?
par exemple. Oui, vraiment, qualité de ses frappes et comme il bouge, comme il crée le jeu, c'est vraiment impressionnant. Après, c'était finaliste de Roland Garros, Jasmine Paolini. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour ce jeu. Elle reste avec le Zurich toujours et c'est une fille tellement cool et elle est vraiment dédiée de son travail. Elle est vraiment un grand worker. Une grande travailleuse. Oui, grand travailleuse. J'ai adoré ça. La même, par exemple, c'est Anna Blinkova. Donc, on joue ensemble dans le centre et c'est vraiment aussi un exemple d'une bonne trouveuse qui est dédiée de son boulot. C'est impressionnant. C'est la joueuse tchèque Anna Blinkova. Blinkova, exactement. Oui. Et justement, quelles sont elle est joueuse russe. Donc, russe, pardon. Russe, oui. C'est important aussi de pouvoir avoir ce lien avec d'autres joueurs sur le circuit. Est-ce qu'il se fait facilement? On ne sait pas comment vous vivez justement les unes avec les autres. Est-ce que les liens sont faciles? Est-ce que ça se fait Est-ce qu'on peut parler de bande de copines parfois? Est-ce qu'il y a une fraternité entre les joueuses? Oui, il y a de fraternité entre les joueuses, bien sûr. On essaie d'aider, de parler. OK. Évidemment, il y a une ligne, il y a un border qu'on ne pouvait pas passer. C'est une chose privée, mais oui, pour moi, si quelqu'un a besoin d'aide pour jouer, pour un petit peu parler, à moi-même, je suis là. Quoi. Ça marche. Merci beaucoup, Varvara. Merci à vous. L'émission est déjà terminée. Ça s'est super bien passé. Bravo pour la maîtrise du français parce que c'est pas toujours évident quand on arrive dans notre pays. Et franchement, bravo pour ça. De faire l'effort, en tout cas, déjà de parler français, etc. Bravo. Merci, Romain. Merci à vous. Merci également en régie à ces aides précieuses qui sont toujours là, qui sont Sophie Doncé, Chloé Wargard, Karine Bautier et Philippe Bertini. Vous le savez désormais, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Salut, bye bye. C'était Les Yeux dans les Jeux avec la Caisse d'épargne Côte d'Azur, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.